Alors, bon matin à tous. Bienvenue à Connecter, le webinaire qui répond à vos questions les plus posées, en fait. Alors, si vous avez déjà été présent lors de la première édition, en fait, là, de ce webinaire qui est passé 2 semaines avant, vous avez remarqué, on a changé de plateforme, on est avec Zoom, donc on fait quelques tests, notamment avec les commentaires qu'on a reçus. On pense que Zoom est une meilleure plateforme pour ce format, le format webinaire, évidemment. Évidemment, on veut une formule qui est très interactive, alors n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un espace de clavardage au bas. Posez vos questions ici sur chaque question, sur les thématiques, etc. Vous avez remarqué que je porte une casquette, c'est pour confiner ma pilosité. Et parlant en fait justement de style vestimentaire, on va faire tirer une paire de bas à l'effigie de fibre noire parce qu'on a un mini sondage en fait à la fin de ce webinaire pour améliorer la formule. Alors, une paire de bas, je ne peux pas vous garantir quand vous allez recevoir cette paire de bas-là parce que c'est des circonstances, mais je vous promets que si vous répondez au questionnaire, il y aura un gagnant puis on va vous envoyer cette paire de bas. Autrement, c'est formule interactive, comme j'ai dit, alors on n'hésite pas à poser des questions. Aujourd'hui, en fait, le thème, c'est la sécurité. On a le plaisir d'avoir Guillaume Chabot avec nous, qui va nous parler justement de l'évolution digitale et de la sécurité. Alors, Guillaume, je te laisse la parole à toi. Tu peux partager ton écran. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon matin. Alors voilà. Juste m'installer, ce ne sera pas bien long. Donc, aujourd'hui, le format, on parle de sécurité. Le format, c'est quand même assez rapide, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Donc, je vous invite quand même à poser vos questions tout au long, mais on va garder quand même un peu de temps à la fin pour peut-être revenir sur l'une et l'autre des slides que je présente. Donc, je vais essayer quand même de passer à travers le contenu rapidement pour garder ça léger. Donc, la sécurité et l'évolution digitale, c'est le deuxième webinaire qu'on présente. Première question. Traditionnellement, la sécurité est prise en charge localement avec un pare-feu installé physiquement sur les lieux qui doivent être sécurisés. Quels sont les risques et avantages de retirer un pare-feu local pour l'installer dans le nuage? On voit beaucoup aujourd'hui d'offres de sécurité qu'on pourrait appeler cloud-based ou centralisées ou dans le nuage. Donc, je voulais quand même revenir un peu sur un montage standard de type de sécurité qu'on peut retrouver traditionnellement. On voit ici dans l'encadré à gauche là, un client typique qui a son bureau, il y a des usagers, il y a des serveurs avec potentiellement des applications qui sont hostées directement là-bas. Et il y a son firewall local qui protège, si on veut, le périmètre de son bureau pour filtrer les différentes ou appliquer différentes règles de sécurité ou politiques de sécurité qui sont contrôlés justement par ce firewall-là avant d'accéder à Internet ou avant que certains éléments d'Internet accèdent au bureau ou au serveur. Donc, la façon que c'est fait, évidemment, le firewall local ici, le laptop qu'on présente ici ou le serveur ont du câblage interne qui va se rendre jusqu'au laptop. Donc, ce câblage interne-là, si on veut, représente un réseau privé. Donc, sécurisé, si on veut, entre les deux, dans le sens qu'il n'est pas accessible de l'extérieur de l'Internet. Et ensuite, il y a une fibre optique dans cet exemple-là ou une connectivité quelconque qui va ramener ça chez le fournisseur de service qui, lui, va ramener ça avec une connexion logique, comme le pointillé rouge ici, jusqu'à ses sorties de peering ou d'interconnexion avec le reste du réseau Internet, si on veut, qui sont situés réellement à une localité géographique quelconque. Donc, si, dans le cas d'une offre centralisée ou dans le nuage, on prend le firewall qui est physiquement ici, on le déplace à côté du peering point, donc dans un data center du fournisseur, par exemple, qui peut servir de firewall pour plusieurs clients, donc qui peut être du multi-tenant, qui peut être mutualisé à plusieurs clients différents. Ce qui reste à comprendre, ou le danger ou pas le danger, ou ce qui est sécuritaire de faire ça, c'est qu'à partir du firewall ou entre l'utilisateur et le firewall, c'est que le produit change en général. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, au lieu d'arriver avec de l'Internet directement chez le client, c'est un produit privé, donc soit un point-à-point ou du MPLS ou quelque chose qui va assurer qu'il n'y ait pas d'ouverture vers l'extérieur ou vers l'Internet
pour communiquer entre le peering point, donc l'Internet, et les utilisateurs ou le bureau dans ce cas-ci. Donc, sous cette réalité-là, le pointillé rouge et le fil noir sont une continuité, si on veut, du LAN du client, donc entre l'avoir directement dans son bureau ou l'avoir proche de l'interconnexion Internet du fournisseur. Il n'y a vraiment aucune différence, si on veut, en possibilité d'avoir une ouverture vers l'Internet, c'est-à-dire que le trafic nord-sud ou le trafic entre le bureau et l'Internet est protégé par le même type de firewall. Un avantage précis de ce type de montage-là, c'est qu'évidemment, par exemple, ici, le firewall va être choisi par rapport à une bande passante ou à certaines caractéristiques qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de ce bureau-là. Exemple, le client, ici, sur sa fibre optique, a un circuit Internet de 50 mégabits par seconde. Donc, se prend un firewall qui est capable de gérer au moins 50 mégabits par seconde pour, une fois que toutes les features ou les options requises par le client vont être allumées ou activées sur le firewall. Si dans 1 an et demi, il a engagé 30 personnes et il a changé beaucoup de types de services, certaines des applications qui se retrouvaient localement ici sont maintenant dans le cloud, le 50 mégabits peut-être va être appelé à aller à 100 mégabits ou à 200 mégabits. Potentiellement que ce même firewall-là ne sera pas capable de gérer une augmentation de bande passante comme ça. C'est facile pour le fournisseur, on augmente, on ouvre les valves, il y a plus d'Internet, mais potentiellement qu'il y aura un goulot d'étranglement au niveau du firewall. Donc, évidemment, quand on tombe en mode centralisé, le fournisseur, lui, utilise un ou des firewalls de beaucoup plus gros gabarits et en distribue la capacité sur plusieurs clients. Donc, évidemment, d'un point de vue sécuritaire, chaque client a son instance dédiée et ne communique pas ou ne partage pas rien avec les autres clients qui sont installés sur le même firewall. Mais disons que ces gros firewalls-là, eux, ont des capacités par rapport à toutes les caractéristiques de mesure d'un firewall beaucoup plus grandes qu'un firewall sur place. Donc, si le client passe de 50 MB à 500 MB, ben, c'est juste un changement de config, puis le firewall n'a pas à être remplacé. On fait juste modifier la config et le client peut suivre. Deuxième question. Quels sont les avantages et inconvénients de la sécurité as a service versus l'achat de ma propre solution de pare-feu? Bien, évidemment, une des avantages, c'est celle que je viens de décrire, mais la sécurité as a service, ce n'est pas nécessairement de l'avoir centralisée. Donc, si on revient à mes dessins avant, le modèle où est-ce que le firewall était directement chez le client, si le firewall est fourni par un fournisseur et géré par le fournisseur, ça reste un service de sécurité as a service, si on veut, même si le firewall est sur place. Donc, les avantages principaux de donner, si on veut, cette responsabilité-là de la sécurité à un fournisseur externe, c'est premièrement la gestion des équipements. Donc, comme j'expliquais, la croissance en bande passante ou en nombre de gens qui travaillent en VPN ou qui doivent s'y connecter ou peu importe quelle statistique va un jour frapper le bout, bien, il y a une possibilité où, en fait, quand c'est du service géré, c'est le problème du fournisseur, si on veut, d'avoir un équipement qui est capable de suivre les nouvelles demandes. L'autre chose, évidemment, c'est que ces équipements-là, il faut faire des upgrades de software, il faut faire des mises à jour, il faut faire des maintenances et des événements là, de maintenance qui vont être croisés dans le temps. Ça devient la responsabilité du fournisseur de s'assurer que l'équipement est à jour avec les bonnes licences, avec les bonnes versions et que aussi, si il brise, ben, c'est le problème du fournisseur de remplacer l'appareil qui est en défaut. L'évolution des services et des performances, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que potentiellement qu'il y a d'autres bureaux qui vont s'ajouter, potentiellement qu'il y a d'autres services qui vont s'ajouter, potentiellement que la bande passante va devoir être augmentée grandement. Donc, toutes ces choses-là qui pourraient faire en sorte que l'équipement ou le type de service qui avait été choisi initialement ne rencontre plus les critères, mais c'est au fournisseur de s'ajuster pour la nouvelle réalité. Mise en place des meilleurs standards de l'industrie. Ça, évidemment,
tout dépend toujours du fournisseur qui est choisi pour prendre cette responsabilité-là. Mais en général, dans beaucoup de cas, pas en général, mais dans beaucoup de cas, on croise chez des clients des firewalls qui ont été déployés, qui ont été mis. Il n'y a pas nécessairement d'experts de sécurité qui travaillent dans cette compagnie-là, que ce soit une PME, une ME ou dans certains cas, une grande entreprise. Mais le firewall est installé, on ouvre une règle, c'est permit any, puis tout peut passer dans le fond, dans le firewall. Il n'y a pas grande sécurité qui est déployée, mais il y a une grosse machine de firewall qui est là, mais qui ne travaille pas fort fort. Donc, évidemment, normalement, un fournisseur de services de sécurité as a service va, lui, avoir des politiques et connaître les normes et déployer là, les meilleurs standards de l'industrie. Standardisation et uniformité. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, dans le cas d'un multisite, par exemple, ben, il y a potentiellement sur 4 sites, 4 différents vendors de firewall, donc différents manufacturiers qui vont être déployés. Les règles de sécurité ne s'appliquent pas uniformément dans tous les bureaux. Donc, peut-être que dans les 4 bureaux, il y a des gens qui se déplacent. Puis d'une fois à l'autre, d'un bureau à l'autre, ils n'ont pas nécessairement les mêmes droits ou les mêmes politiques. Donc, le fait de pouvoir uniformiser la façon que la sécurité est gérée dans une compagnie, peu importe la localisation, mais ça peut être un grand avantage par rapport à d'autres modèles. Et là, ça peut être vu pour un avantage ou un inconvénient, dépendamment de qui regarde ça. Mais en gros, c'est le modèle OPEX versus CAPEX ou location versus achat, si on veut en général les services de sécurité as a service ou gérés sont sous le modèle OPEX, donc c'est une mensualité versus l'achat d'un équipement. C'est là où est-ce que ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient. Il y en a qui préfèrent un, il y en a qui préfèrent l'autre, mais souvent, ce qui arrive avec le modèle CAPEX dans des équipements ou vers des technologies qui évoluent si rapidement ou que la vocation de la technologie change rapidement aussi. C'est-à-dire qu'on peut prévoir, par exemple, un CAPEX. Normalement, il y a un ROI ou un terme prévu de rentabilité du montant d'argent qui est dépensé. Mais disons qu'on prévoit une rentabilité sur 7 ans pour un firewall et qu'après 2 ans et demi, 3 ans, mais on a tellement augmenté ou changé la manière qu'on gérait les services d'Internet, par exemple, bien que le firewall doit être remplacé. Donc, le business case qui avait été fait sur 7 ans au départ ne tient plus et doit être changé. Donc, souvent, là, sachant pas où est-ce qu'on va aller en termes de croissance ou de modification du réseau, le modèle OPEX est souvent très apprécié parce que s'il y a quelque chose qui doit être changé, ce n'est pas la responsabilité du client. Troisième question. Comment fonctionne le mode de cogestion au niveau de la sécurité? Encore là, tout va dépendre du fournisseur qui offre ça. Chez Fibre Noire, on a quand même des politiques ou des choses qui sont préétablies en termes de responsabilité de chacun des deux parties. Mais ça part aussi d'un engagement ou d'une lettre d'intention ou de déploiement entre les deux fournisseurs pour déterminer vraiment qui fait quoi. C'est des choses qui peuvent être relativement flexibles, dépendamment du souhait du client et de la capacité de gestion du fournisseur. Donc, en général, on retrouve du côté fournisseur la configuration initiale. Donc, établir les règles de sécurité, établir les paramètres ou les politiques qui vont être respectées par le firewall à partir de la configuration initiale. Si dans le temps, il y a des changements majeurs ou des modifications qui requièrent du changement de routage ou des complications par rapport à l'équipement lui-même, souvent, c'est le fournisseur et ses équipes qui vont gérer ça. Conseils et recommandations. Bien, souvent, s'il y a des modifications majeures qui doivent être faites, bien, il y a des gens à l'interne, que ce soit dans différentes équipes, des fournisseurs souvent qui vont être là pour donner des conseils, des recommandations sur des différents types de montage ou appliquer des nouvelles règles ou inclure des nouveaux morceaux à la sécurité en général, c'est-à-dire peu importe le sujet de sécurité. Surveillance et rapport. Donc, évidemment, on est au courant si l'équipement se comporte bien. On peut aussi faire générer des rapports pour pouvoir avoir des statistiques reliées à la consommation, aux attaques ou à la gestion d'un appareil. Et souvent aussi, on va retrouver
On va être, si on veut, le fournisseur, un support aux équipes de support du client, c'est-à-dire que on peut répondre aux questions qui sont plus poussées ou qui causent plus de problèmes pour un client là, dans une situation problématique. En contrepartie, le client, lui, souvent, se retrouve à établir les règles, les règles et politiques de sécurité. Donc, pour la configuration initiale, évidemment, il faut y avoir une stratégie ou il faut avoir une politique d'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, si on va aussi simple que le filtrage web, est-ce que les gens ont accès ou pas à Facebook ou à YouTube, par exemple? Bien, évidemment, c'est le client qui va prendre cette décision-là pour pouvoir baser un peu la configuration initiale que le fournisseur va faire. Les changements de règles de filtrage, souvent, on offre des portails pour pouvoir faire des modifications simples ou des modifications plus complexes, mais qui sont basées sur, par exemple, la même chose. Par exemple, on avait le droit à Facebook, il y a eu de l'abus, le client peut se loguer puis aller justement enlever Facebook. De plus, il peut aussi, par exemple, décider que Facebook, on n'a pas le droit de la journée, mais de midi à 1h, on peut récupérer le droit d'y aller parce que les gens vont être en dîner. Puis là, à ce moment-là, c'est correct d'aller sur Facebook. Le client peut faire ça souvent par lui-même, sans avoir à appeler le fournisseur pour faire des modifications mineures comme ça. Les rapports qui peuvent être générés sont souvent consultés et analysés par le client lui-même. Une petite seconde. Ça va, Guillaume? Oui, pardonnez-moi. On a une question, justement, j'en profite, là, une question de Lynn Amio qui demande pour les Bring Your Own Device qui accèdent au réseau via Wi-Fi, est-ce qu'il y a un risque d'avoir un firewall hébergé? Il y a un risque d'avoir des Bring Your Own Device, mais que le firewall soit hébergé ou local, pas de différence. En fait, il y a des types de sécurité qui peut protéger l'interne ou le LAN ou le Est-Ouest, qui va protéger les équipements des différents serveurs. Ça, c'est un autre type de service. Le premier service que je parlais, c'est vraiment de la sécurité de périmètre. Donc, c'est de la sécurité qui fait face à l'Internet ou de l'Internet vers le client et non pas, si on veut, entre les appareils. Et en fait, on n'est pas obligé de ramener le trafic LAN jusqu'à un firewall pour le filtrer. Il est possible aussi de le faire, puis dans plusieurs cas, recommandé. Mais si on parle d'une tablette, souvent ce qu'on fait, ou d'un appareil Bring Your Own Device, le SSID sur lequel les gens vont se raccorder, par exemple le Wi-Fi Guest, lui va être mis à l'Internet sans avoir accès au reste du réseau interne, donc il n'y a pas nécessairement de brèche possible de ce côté-là. Et là, que la sécurité soit faite localement ou plus loin dans la ligne réseau, ça a le même type de niveau de sécurité. J'espère que ça répond à la question. Et dernière chose... C'est pas fini, Guillaume. Là. Il y a une oui. suite à la question. Là. Elle demande si un employé a besoin d'un accès au réseau, dans le fond, dans ce cas-là. Là, c'est dans la configuration. Il y a plusieurs façons de faire. Souvent, quand on veut faire de la gestion de sécurité pour des appareils qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas connus dans le réseau, ça passe souvent par une gestion M2M, par exemple, pour pouvoir authentifier l'appareil et pouvoir authentifier l'utilisateur qui utilise l'appareil. C'est un autre sujet, mais il est possible de faire, de donner accès à du Bring Your Own Device en toute sécurité à des employés qui veulent pouvoir utiliser cet appareil-là pour atteindre des applications qui sont critiques ou importantes à l'entreprise. Après ça, c'est de savoir est-ce que cette application-là est dans le cloud, est-ce que c'est par exemple Salesforce ou les courriels d'Office 365, ou est-ce que c'est vraiment une application locale sur un serveur hébergé dans le bureau qu'une tablette ou un cellulaire doit avoir accès. À ce moment-là, si on veut absolument connecter tout ça ensemble, il y a certaines choses là, qui doivent être faites pour pouvoir sécuriser, si on veut, un appareil non connu du réseau vers une des applications internes. Ce n'est pas nécessairement le firewall à ce moment-là, qu'il soit local ou ailleurs, qui va gérer cette partie-là.
OK, je vois la question continue. Un employé qui a besoin d'accès au réseau. C'est ça un peu, en fait. C'est que ça va dépendre qu'est-ce qu'ils utilisent. Souvent, c'est des laptops qui sont fournis ou des laptops qui ne sont pas fournis, mais qui sont connus. À ce moment-là, il y a des marqueurs, là, par exemple, son adresse MAC à l'appareil qui va être soit permise ou refusée d'accéder à certaines choses, ou il va utiliser une application qui doit se loguer pour utiliser cette application-là, avec peut-être du two-factor, là, avec un code qui est envoyé par cellulaire comme en plus du mot de passe, il y a une deuxième façon de s'authentifier ou de confirmer que la bonne personne est en train de se loguer sur la bonne application. Guillaume, tu as également 2 questions de Sylvain Deschênes. Je ne sais pas si tu les vois dans Q&R. La première, c'est quelle est votre façon d'authentifier les user ID synchro fois minute ou live? Synchro par minute ou live, en fait? Les deux sont possibles, en fait. La façon, normalement, nous, on s'intègre, si on veut, via LDAP ou d'autres manières d'intégrer la plateforme ou les composantes qui sont dans l'Active Directory. Donc, après ça, la façon de la gestion ou le nombre de fois qu'on va vérifier ou la vitesse à laquelle on prend l'information dans l'Active Directory peut être configurable. C'est-à-dire que souvent, c'est conseillé justement d'utiliser, pour un autre sujet, d'utiliser l'Active Directory pour pouvoir être uniforme, c'est-à-dire qu'une fois qu'un client se log le matin à peu importe quelle autre application qui va le reconnaître, ben, il va aussi être, on peut faire un autre type de sécurité, tant qu'à aller là, je vais de baser la sécurité sur des types de profils ou des rôles qui peuvent être définis. Donc, si par exemple, je me log le matin, je fais partie d'un groupe de marketing, mais je vais avoir des droits d'accès reliés à mon groupe de marketing qui sont peut-être différents de ceux du groupe de vente ou du groupe d'ingénierie, peu importe, dépendamment des façons. Mais dépendamment de la façon qu'on synchronise l'Active Directory, c'est savoir peut-être après. Et son autre question, en fait, c'est quel firewall est utilisé chez Fibre Noire pour nos clients, en fait? Chez Fibre Noire, on a fait le choix de Fortinet. Donc, nos firewalls centralisés dans les data centers, comme je parlais au départ, quand ils sont centralisés proches des peering points, nous, c'est des gros Fortinet. À ce moment-là, on utilise aussi des FortiGate comme routeur ou équipement de démarcation chez les clients. Et au besoin, on a aussi même ces mêmes FortiGate-là qui vont être eux-mêmes le pare-feu, si on veut, ou avoir les fonctionnalités de pare-feu qui vont être utilisés directement, localement, chez un client. C'est bon? Qu'est-ce qu'un Zero-Day Vulnerability? Donc, comment pouvons-nous nous protéger contre ce type de vulnérabilité-là? Bien, une façon de voir ça, c'est je reviens au même dessin que tantôt avec le firewall. Je l'ai mis centralisé, mais c'est vrai local aussi. C'est juste que graphiquement, c'est plus facile à représenter comme ça. C'est qu'à la base, un firewall ou un manufacturier base la prise de ses décisions à savoir si quelque chose est autorisé ou non autorisé ou si on veut malicieux ou pas sur une base de données que le manufacturier garde. On vient de parler de Fortinet. On appelle FortiGuard, si on veut, la base de données de Fortinet qui garde à jour et synchronise avec tous ces firewalls déployés une liste de menaces connues ou de sites qui sont tolérés ou acceptés étant considérés comme bons. Donc, cette liste-là va pouvoir déjà baser sur des signatures, baser sur des adresses IP connues, baser sur plein de différentes façons de gérer ça, pouvoir prendre une décision au départ si, par exemple, on a un paquet qui arrive ou une communication qui rentre vers le firewall qui est authentifié par sa signature ou par son adresse IP comme connue par le firewall, mais automatiquement, il va diriger le trafic vers le client puis il va permettre la transmission de ce paquet-là. Si par contre, un paquet qui est reconnu comme étant un malware ou quelque chose de malicieux arrive, le firewall aussi sait comment gérer ça, reconnaît la signature
de cet élément-là et lui va directement le discarter et ne pas permettre l'accès chez le client. Où est-ce qu'il y a un problème? C'est quand un paquet, un malware utilise une vulnérabilité qui n'est pas connue ou qui n'est pas adressée encore, utilisant des signatures et des adresses IP qui ne sont pas non plus connues. Donc, on va vouloir cibler une faiblesse dans un réseau et rentrer par là. Donc, il y a plusieurs mécanismes de protection contre le Zero Day, mais une des choses qui est bien pratique quand un paquet rentre inconnu, une des choses qui est utilisée pour ça, c'est du sandboxing. Donc, quand le paquet arrive, est inconnu, donc s'il est bon, il passe, s'il n'est pas bon, il est jeté, mais s'il est inconnu, qu'est-ce qui arrive? Pour pouvoir un peu décoder ou pouvoir choisir si ce paquet-là est bon ou pas, il va être envoyé dans ce qu'on appelle un sandbox. Un sandbox, en gros, c'est quoi? C'est un enclos ou un bac à sable fermé où est-ce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs choses qui roulent, qui simulent un environnement client standard. Des machines Windows, des machines Linux, des serveurs, tout plein de choses, et va tester un peu le comportement du paquet ou de l'élément qui est venu d'Internet, si on veut, en cliquant sur toutes les mauvaises affaires puis en faisant en sorte que le paquet puisse agir comme il aurait souhaité agir chez un client normal si le paquet avait été transporté et permis jusqu'au client. Et c'est là où est-ce que, dépendamment du comportement, il va être jugé finalement bon ou pas et va pouvoir soit être passé ou soit être jeté. Évidemment, ensuite, une fois bien testé, il va aller updater, si on veut, sa base de données globale qui, elle, va pouvoir ensuite aller updater tous les autres firewalls ailleurs qui sont de ce manufacturier-là, qui consultent cette même liste-là. Donc, il y a toujours une guerre, si on veut, entre la qualité du sandboxing et les pirates ou les gens qui essayent d'utiliser ces vulnérabilités-là. Au départ, là, quand le sandboxing est arrivé, ben, les gens, c'était facile. Ce qu'ils faisaient, c'est que le sandboxing va aller faire des tests pendant quelques temps. Ben, il passait des paquets qui allaient rentrer sur un serveur ou sur un PC ou sur une application. Il va laisser passer 4 heures, 5 heures. Et ensuite, il va se mettre à tirer des applications ou des call home ou des applications qui vont amener des problèmes dans un réseau, mais plus tard. Comme ça, ben, si au départ, quand le sandbox l'ouvre et le teste, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'action suspicieuse qui se promène, il va laisser passer le paquet. Donc, une des façons que le sandboxing un jour est venu remédier à ça, c'est de faire rouler du temps rapidement, super rapidement, comme ça. S'il y avait un délai d'insérer, on va finir par croiser finalement les actions quand même. Qu'est-ce que la sécurité Zero Trust? Ça, c'est un peu un nouveau, ben, c'est pas nouveau, mais excusez-moi, un buzzword qui est utilisé. C'est basé sur le concept que, historiquement, on avait un périmètre. Et dans le périmètre, on considérait de base, ou il était assumé que dans le périmètre, tous les éléments étant à l'interne étaient trusted ou étaient de confiance. Donc, évidemment, on met un pare-feu pour se séparer de l'Internet. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi de la sécurité de périmètre. C'est-à-dire que si un de ces éléments-là à l'interne veut sortir ou si quelque chose veut rentrer vers le périmètre, le pare-feu va faire son travail et gérer ces éléments-là. Tantôt, on a eu la question là, du Bring Your Own Device. Dans ce cas-ci, un élément, par exemple un laptop à l'intérieur, pourrait, lui, arriver à infecter ou accéder à du matériel où est-ce qu'il n'aurait pas le droit ou qu'il n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès. La base du Zero Trust, c'est de dire on ferme toutes les portes, on ne fait plus confiance à personne. Et si tu veux accéder à quelque chose, tu dois me justifier certains éléments pour me prouver que c'est légitime comme type de trafic qui s'en va vers quoi que ce soit. La base, un peu rapidement, c'est comme ça, c'est-à-dire que premièrement, on doit vérifier l'utilisateur. Donc, avec du single sign-on ou avec du 2FA, donc du two-factor authentication. Donc, un utilisateur doit se loguer sur
son compte ou son profil via des protocoles qui sont quand même assez sécuritaires. Donc, ça peut être avec des clés RF ou ça peut être avec d'autres modèles, des textes qui sont envoyés pour confirmer que c'est bien nous, ainsi de suite. Après ça, on doit vérifier les appareils. Donc, quel type d'appareil un utilisateur pourrait utiliser et de connaître ces appareils-là aussi. Pardon. Donc, évidemment, l'utilisateur, une fois qu'il est authentifié et que son appareil est authentifié aussi, bien là, on peut gérer les droits et privilèges que le combo qu'on a eu peut accéder. Donc, peut-être que cet employé-là peut accéder à Salesforce et peut accéder à Outlook, mais il y a quelque chose sur Google Cloud ou des services qui sont locaux sur des serveurs à l'interne, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès. Par exemple, c'est quelqu'un au marketing n'a pas d'affaire à aller accéder à des documents qui sont dédiés aux gens de comptabilité ou d'aller voir des plans AutoCAD des gens d'architecture. Donc, c'est la façon, c'est de dire qu'au lieu de faire confiance à tout ce qui est à l'intérieur d'un périmètre, c'est qu'on ne fait plus confiance à rien et qu'on s'arrange pour que tout le monde qui veut accéder à quoi que ce soit doit se justifier. J'ai une question pour toi, Guillaume, avant que tu passes à la question 6. J'ai un participant qui dit qu'il y a plusieurs utilisateurs mobiles, par exemple des représentants sur la route. Est-ce que c'est possible de les connecter en SSL VPN vers la solution centralisée et envoyer tout le trafic pour que le même niveau de protection qu'ils aient quand ils sont sur la route qu'au bureau? Définitivement. En fait, ça, souvent, même, ça simplifie un peu le modèle. Pardon, excusez, je ne sais pas ce que j'ai. Mais en gros, c'est que souvent, le SSL VPN va être fait vers un bureau précis, par exemple, le siège social. Bien, si le siège social était pour avoir une panne, le VPN, lui, non plus, n'est plus disponible. Les applications ne sont plus disponibles. Évidemment, dans le cas où est-ce que c'est centralisé, quand je montrais un firewall, c'est minimum 2 firewalls, c'est-à-dire qu'il y a toujours du HA qui va être fait du côté fournisseur. En fait, c'est ce que nous, on fait au minimum. C'est-à-dire que les VPN vont accéder au firewall centralisé. Donc, il y a des SSL VPN, des site-to-site qui vont être montés ou des clients VPN qui vont être montés vers le firewall centralisé. Et à ce moment-là, dépendamment qu'est-ce qui est dans ce périmètre-là, est-ce qu'il y a un bureau, 4 bureaux, 8 bureaux qui sont desservis par cette sécurité centralisée-là, bien, l'utilisateur sur la route qui s'est logué vers le firewall central a tout d'un coup accès aux 8, possiblement aux 2 ou 8 bureaux et leurs bases de données, leurs applications, les serveurs qui sont localement là-bas. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est que tout le monde sur la route se connecte toujours à la même adresse IP, si on veut, ou la même destination, qui va être le firewall centralisé, et accéder à son réseau interne d'un même type. Même s'il veut utiliser la sécurité de ce firewall-là, l'utilisateur sur la route, non seulement pour accéder aux données dans les bureaux, mais juste pour aller sur Internet, donc va se rendre à ce firewall-là. Si on veut, va rentrer en VPN par le firewall centralisé et il va ressortir sur Internet par ce même firewall-là, mais une fois passé les filtres qui sont appliqués ou les politiques de sécurité qui vont être appliquées pour les types d'utilisateurs ou cette compagnie-là. Donc, le firewall centralisé, dans ce cas-ci, va jouer 2 rôles. Il va jouer, si on veut, le rôle du concentrateur VPN qui reçoit les VPN de tous les gens sur la route. Et ensuite, lui, va le faire passer à travers les règles de sécurité. Il va servir de next-gen firewall, si on veut, pour aller accéder à Internet et protéger les éléments qui doivent être protégés. Avec la nouvelle technologie de décentralisation de la connectivité, comme la technologie SD-WAN, qui permet entre autres de connecter un site SD-WAN à un gateway SD-WAN qui se situe proche physiquement afin de bénéficier d'une faible latence. Existe-t-il des solutions de sécurité décentralisées qui fonctionnent en accord avec ce principe? On revient un peu à la question qui vient d'être posée. En gros, on a un peu le même concept au départ, c'est-à-dire qu'il y a une fibre optique qui est reliée au firewall centralisé, c'est parfait. On a ensuite plusieurs façons de... OK, alors, excusez-moi. Le deuxième, par exemple, on fait du SD-WAN, donc normalement, il y a 2 liens de télécom qui vont être branchés sur une boîte. Le deuxième lien de télécom
peut lui servir un peu comme on expliquait, c'est-à-dire il va rentrer en VPN vers le firewall et s'il doit aller sur Internet, il va, si on veut, retourner par le firewall, accéder à Internet une fois avoir passé les filtres. C'est-à-dire que du côté gauche, ici, on utilise un modèle qui est encore 100% centralisé. On est à Montréal, ça va bien, on a une fibre optique comme lien principal, on a un câble coax comme lien secondaire, on fait du load balancing par nos politiques d'SD-WAN, mais dans tous les cas, même le câble coax ne va pas directement à Internet, il revient dans le réseau pour pouvoir retourner passer les filtres de sécurité. Si on se retrouve, par exemple, le bureau de droite qui est à New York ou aux États-Unis, peu importe où, ben, les règles de SD-WAN, on va brancher, par exemple, 2 liens télécom encore une fois. Et cette fois-ci, le routeur qui va être déployé SD-WAN devra avoir les fonctionnalités UTM, si on veut, Unified Threat Management, donc pourra gérer de la sécurité lui-même au lieu de se fier sur la sécurité centralisée. Donc, on se retrouve sur un hybride un peu. D'un côté, il utilise le centralisé, l'autre côté utilise un peu des deux. C'est-à-dire qu'on fait du split tunneling. Donc, si l'usager ici doit accéder à un serveur qui est dans l'autre bureau, va utiliser son SD-WAN pour monter un tunnel, soit IPsec ou SSL, peu importe, et va monter son tunnel jusqu'au firewall centralisé et donc va avoir accès en privé à son bureau local. Donc, le VPN est monté, si on veut, entre le site local et la centralisée, mais une fois qu'on est centralisé, on a accès au site. Donc, ça fait comme un site-to-site entre les deux bureaux qui se montent. Mais si la personne ici, l'utilisateur à New York, doit aller sur Internet, on s'arrange pour avoir des règles de sécurité et des politiques de sécurité qui s'appliquent directement au site. Comme ça, on peut accéder à Internet localement sans avoir à envoyer tout le trafic jusqu'à Montréal, juste pour aller sortir sur Internet. Donc, la personne aux États-Unis va avoir du contenu canadien sur son Internet. Il va avoir certains désavantages là, de renvoyer du trafic vers le Canada pour rien. Donc, dans ce cas-ci, il est possible aussi d'avoir la console de gestion parce qu'il y a quand même la possibilité ou la complexité d'avoir à gérer plusieurs firewalls. C'est ce qu'on souhaite, si on veut simplifier. À ce moment-là, dans ce cas-ci, il y aura un portail avec tous les éléments du même client qui vont être affichés. Donc, c'est facile d'aller constater des statistiques ou voir des rapports. Il y aura, si on veut, une instance qui est la sécurité centralisée. Potentiellement que ce morceau-là ici ne couvre pas qu'un site, mais couvre 7-8 sites au Québec, au Canada. Et ce site-là ici, il y a peut-être 7-8 autres sites qui sont, disons, distants suffisamment pour que ça ne fasse pas de sens de ramener ça à un firewall centralisé qui est situé à Montréal, par exemple. On a d'autres zones dans notre offre, mais je ramène ça à cet exemple-là. Donc, il y aura un portail où est-ce que le domaine virtuel composant et les composants de sécurité du service centralisé va être là, et aussi tous les différents équipements SD-WAN ainsi que leur politique de sécurité sur un portail. Donc, on peut quand même aller uniformiser là, les droits d'utilisateur d'un site à l'autre. C'est quand même assez simple à déployer et supporter. Dernière question. J'ai entendu parler de SASE. En quoi cela consiste et quelles sont les différences avec la sécurité traditionnelle? En fait, le SASE, si on veut, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir, mais un peu un modèle différent. Ce qui est souvent proposé par les offres SASE, c'est qu'ils ont un cloud construit par eux-mêmes ou par d'autres, si on veut, d'autres cloud providers qui vont hoster leur service. Mais en gros, c'est qu'ils ont un accès ou une plateforme où est-ce que tout doit être envoyé. C'est le concept. Et à qui sert le SASE principalement? C'est surtout aux compagnies qui ont fait une migration quasi totale vers des applications cloud. À quoi ça sert ou comment ça fonctionne? En gros, c'est que chaque site, un télétravailleur, un plus gros site ou un plus petit site, va tout envoyer son trafic d'Internet dans un tunnel. Ce tunnel-là va toujours atteindre une seule destination, peu importe réellement qui on cherche sur Internet, on envoie tout ça dans un tunnel qui va être envoyé justement au fournisseur SASE. Et ensuite,
Le fournisseur SASI, basé sur vos politiques, comme on disait tantôt, peut-être à partir de vos Active Directory, qui vont classifier les types de rôles et les règles et politiques associées à ces types de rôles-là, vont permettre ou ne pas permettre l'accès à différentes applications sur Internet, que ce soit des applications légitimes de travail. C'est là où je veux dire beaucoup d'applications qui sont cloud-based, si on veut. Donc, peut-être que dans ce cas-ci, l'ERP, c'est SAP Cloud. Le CRM, c'est un Salesforce. Tous les documents sont archivés et contenus dans Dropbox. Et on utilise Office 365 et on a quand même 2-3 services qui roulent chez un AWS. Donc, de ramener ça à l'ancienne plateforme et d'où cette logique SASI-là est venue, c'est de dire que historiquement, on avait un réseau MPLS qui connectait tous les sites vers un data center ou vers un headquarters ou un site principal pour ensuite accéder à Internet aux besoins. 80% du trafic venait au siège social pour aller consommer des applications ou des choses qui étaient installées sur des serveurs localement dans ce data center-là physique. Et si on allait sur Google ou consulter quelque chose, là, finalement, on ressortait sur Internet par le data center qui pouvait avoir un service de firewalling plus uniforme parce qu'il y en avait un au data center qui gérait tous les sites. Évidemment, plus les applications ont sorti de ce data center-là ou de ce siège social-là et est allé dans le cloud, moins il était logique de dire on ramène tout le trafic au data center juste pour envoyer ça à Internet. Il n'y a plus rien à consulter localement. Bien là, il commençait à faire du sens, si on veut, à décentraliser ce qu'on avait centralisé dans les années avant et ramener la possibilité d'accéder à Internet individuellement à tous les gens partout, que ce soit dans un bureau, dans un gros bureau ou de la maison, sur un téléphone, dans un Starbucks, peu importe, de pouvoir accéder à ces applications-là, mais sans négliger l'aspect de sécurité. Donc, souvent, c'est basé sur un agent ou une application qui est déployée sur un poste de travail, sur un PC, sur un laptop. Et cette application-là va, elle, bâtir des tunnels vers l'infrastructure cloud. Ça ressemble un peu à ce qu'on parlait avant. Une des différences, puis ce qui pourrait démarquer ces gens-là, c'est qu'évidemment, pour offrir ce type de service-là, ils ont été chercher des points de présence ou des gateways qui sont très largement distribués, souvent partout dans le monde, au minimum partout au Canada, aux États-Unis, disons. Par exemple, peut-être ce site-là est à Montréal, donc lui monte ses tunnels vers Montréal. Peut-être que ce site-là est à New York, va monter ce site-là à New York. Peut-être que lui est en voyage dans l'Ouest américain, donc par exemple à Los Angeles. Bien, lui va monter un tunnel temporaire vers un gateway qui est à Los Angeles. Donc, évidemment, on limite la latence de tout ramener des VPN, par exemple, jusqu'à Montréal pour pouvoir ressortir sur Internet pour aller consulter une application, par exemple Salesforce. Bien là, dans le cloud du fournisseur SASI, il y a des interconnexions. Si on veut, il y a des peering points dans différentes parties du monde. Donc, on rentre dans le cloud, on passe à travers nos propres filtres qu'on a déterminés de sécurité et ensuite, on va être retourné vers la bonne destination si on y a droit. Donc, c'est le concept un peu de SASI, c'est-à-dire de décentraliser les sites, mais de centraliser la destination de tous nos paquets qui doivent être exposés à Internet. On envoie tout ça à un seul endroit, qui est le fournisseur SASI, et lui va nous faire passer à travers plusieurs protocoles. Puis là, les offres sont un peu différentes d'un modèle à l'autre. Mais en gros, ça ressemble à ça, le but de faire du SASI. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions pour Guillaume? Vous pouvez les poser, là. N'hésitez surtout pas sur des questions, survenir sur une des questions qui a été posées ou clarifier certains points. Allez-y.